je lui pose la question et qu'elle ne le sait pas, elle le saura. Peut-être elle le sait, mais elle veut m'épargner, elle ne me le dit pas, etc., etc. Ce que je pense sur l'euthanasie, on est passé sur autre chose, je pense que c'est pas le transhumanisme pour moi, l'euthanasie. C'est cette idée que quand on fait de telle sorte qu'on puisse avoir aujourd'hui des centenaires, les gens sont centenaires, très bien, mais dans quel état? Dans quel état est-on centenaire? Donc on a de la quantité de vie, mais moi ce qui m'intéresse c'est la qualité de vie. Si la qualité de vie c'est d'être dans un EHPAD et de voir ses petits-enfants une fois tous les 3 mois, voire de ne pas les voir du tout, et puis de manger des mauvaises soupes, de se faire insulter par des gens qui vous méprisent et qui vous utilisent et qui se moquent de vous, etc. etc. Si c'est ça, vivre longtemps, attendre la mort, je ne suis pas sûr que ce soit terrible et qu'il faille attendre ce genre de choses. Ce que je dis pour le savoir, et pour l'avoir expérimenté avec des amis médecins, j'ai hélas pendant les 13 années du cancer de Marie-Claude l'occasion d'en voir des médecins, c'est que le problème c'est pas pour ou contre l'euthanasie, c'est êtes-vous pour l'euthanasie sauvage ou êtes-vous pour une euthanasie réglée? Parce que ceux qui ont des amis, des copains, eux, ils peuvent avoir recours à l'euthanasie avec des amis qui vont faire le nécessaire et qui vont dire on va s'arranger, je veux faire le nécessaire. Ce qui a été mon cas. Quand la Toubib me dit c'est fini pour Marie-Claude, je dis vous faites quoi maintenant? Vous me dites de rentrer chez vous, dites-lui, qu'est-ce que vous avez prévu pour moi? Et pour lui dire comment on accompagne, ah ben ça c'est pas mon problème. Je dis non, mais si c'était pas votre problème, ça aurait été bien aussi que vous ne m'en parliez pas forcément. Vous voyez, je fais qu'à partir de ce moment-là, vous dites à quelqu'un, bah, aidez-moi, et qui vous dit, enfin, vous demandez quelque chose d'illégal. Je dis, mais c'était immoral, c'était moral ce que vous m'avez dit là. On aurait peut-être pu imaginer un glissement. Il y a tout un travail de délégation. J'ai pas vu, moi, la mort de Marie-Claude si vite, autant. Et ça peut se faire en douce. C'est-à-dire que vous venez le lendemain, c'est terminé. Il s'est passé quoi? Des gens ont décidé, comme ça, 3 personnes, en disant, allez, on termine cette nuit, puis votre ancien, votre grand-père, votre mère, votre femme est décédé cette nuit, etc. Bon, puis on passe à autre chose, quoi. Et ça a été provoqué. Moi, je préfère que ça ait été provoqué sans l'avis des gens. Moi, je préfère que ce soit décidé, éventuellement avec l'avis des gens. C'est pas exactement la même chose d'euthanasier quelqu'un qui ne sait pas, et d'aider au suicide, quelqu'un qui voudrait. Si vous dites que moi je le veux, mais je fais quoi? Je suis dans mon lit, je me suicide comment? C'est tout à fait autre chose. Donc, on peut parler de l'euthanasie, aucun problème. Et moi, je ne pense pas que l'euthanasie procède de ce qu'on appelle le transhumanisme, qui est plutôt, donc, pour résumer, Michel Onfray, ce que vous appelez voilà, le basculement vers une forme de nouvel eugénisme. Vous avez résumé, au fond, les différentes étapes de l'utopie eugéniste depuis la Révolution française jusqu'à la Révolution bolchevique, y compris le national-socialisme allemand. Aujourd'hui, on serait dans une nouvelle étape. Et alors là, c'est vrai que nous sommes au cœur d'une des grandes maisons du judaïsme francilien. On peut le citer. L'ancien grand rabbin Gilles Bernheim est un de ceux qui, au sein de la communauté juive institutionnalisée, combattent cette utopie. Et effectivement, ils la combattent en disant c'est un eugénisme extrêmement dangereux. Vous contresignez, Michel Onfray, les propos, disons, relativement répétés depuis 2018 de Gilles Bernheim? Alors je pense que l'étymologie nous renseigne, l'eugénisme c'est la bonne mort. Et donc, qui peut vouloir une mauvaise mort? Et donc, je ne suis pas contre le fait qu'on puisse aider à mourir quand la mort est déjà là. C'est Kafka qui dit à un moment donné à son médecin, il lui dit, mais si vous ne m'aidez pas, il est en train de mourir, et Kafka dit à son médecin, si vous ne m'aimez pas, enfin si vous ne m'aidez pas à mourir, c'est que vous êtes un salaud, c'est que vous êtes un criminel, il lui dit. Et de fait, il y a un moment donné où l'eugénisme, ça doit pouvoir être pensé dans la logique un peu romaine. Un peu comme Sénèque, un peu comme les philosophes stoïciens qui estiment que quand la pièce est enfumée, on doit pouvoir quitter la pièce. Il y a un moment donné où les stoïciens vous disent qu'il faut savoir quitter la vie, c'est pas forcément la quantité de vie qui importe, c'est la qualité de vie. Et puis après, c'est le désir de vie. Si le désir n'est plus là, si vous êtes vieux, si vous êtes perclus, si vous n'êtes pas heureux, si la vie n'est pas heureuse, et que vous avez envie d'en finir, alors pourquoi pas? Et ça se fait assez facilement chez les Romains. Et c'est un grand geste, c'est un beau geste, ça se fait aussi chez les Japonais, j'aime beaucoup les éthiques de samouraï par exemple. Mais dans la logique chrétienne, ou judéo-chrétienne, le commandement qui nous invite à ne pas tuer, nous invite à ne pas nous tuer. Tu ne tueras pas, tu ne te tueras pas toi-même. C'est-à-dire que tu ne vas pas dire « je dispose de ma propre vie ». Et quand il y a des débats sur l'euthanasie, jamais il n'est dit de quelle religion on parle, ou de quelle spiritualité l'on parle, de quel endroit. C'est-à-dire qu'on ne dit jamais que, par exemple, on voit sur CNews un certain nombre de personnes qui sont très énervées contre l'euthanasie, mais ils sont sur des positions catholiques. Il faut le dire. Il faut dire à ce moment-là, moi je crois qu'il ne faut pas décider pour soi, c'est Dieu qui décide, et puis voilà, bon, comme ça c'est très clair. Plutôt que d'aller chercher des espèces d'explications, il dit, mais je ne souhaite à personne, je le redis, chercher des explications en expliquant que celui qui meurt, finalement, quand il dit qu'il a envie de mourir, c'est qu'il pense très exactement le contraire,
tuez-moi sont des gens qui disent aimez-moi, et que s'ils vous disent blanc, c'est qu'ils ont un désir de dire noir. Arrêtez. Ne prenez pas les morts en otage en disant que quand quelqu'un dit je veux mourir, c'est qu'on ne s'occupe pas assez de lui, et qu'il faut multiplier les endroits où il y aurait des soins palliatifs, parce qu'à ce moment-là, on dirait qu'on ne veut plus mourir. On peut accompagner, et je pense que Baudelaire a raison de parler d'un droit à la contradiction. Marie-Claude était pour l'euthanasie, moi aussi, dans notre vie commune, et elle n'en a pas parlé quand elle est arrivée pour elle. Elle n'en a pas parlé, je pense qu'elle a su. Je n'ose pas demander à des gens pour savoir si elle a su, ça me ferait trop de peine de savoir qu'elle a su, enfin je pense que ça a été le cas. Et il y a un moment donné où la dénégation fonctionne, le déni fonctionne, et on se dit, après tout, mourir dans la dignité. Est-ce que c'est indigne de mourir en faisant sous soi, en ayant les odeurs, etc., des choses, tout ce qui fait effectivement que c'est pas terrible, une agonie? On se dit, et alors, si on a envie de mourir comme ça, alors qu'on a dit toute sa vie que ce serait très indigne, si on ne trouve plus indigne, on a le droit de changer. Donc l'euthanasie, c'est pas le droit de tuer, c'est la possibilité de permettre à ceux qui voudraient s'en aller de le faire simplement. C'est la possibilité d'éviter que des gens qui voudraient se débarrasser d'un grand-père gênant puissent agir en disant il faudrait peut-être nous débarrasser du plancher. C'est la possibilité de faire de telle sorte qu'on n'ait pas la possibilité dans un service de dire celui-ci il occupe un lit, là on a besoin d'un autre lit, ce serait bien qu'on débarrasse du plancher parce qu'il nous coûte cher. C'est ça qu'il faut encadrer avec la question de l'euthanasie. Et puis après, je ne veux pas parler de Macron, mais je veux dire que depuis François Mitterrand, c'est la foire des... Enfin, je veux pas être désagréable, mais tous ces gens qui nous disent quand vous allez voter pour moi, l'euthanasie, etc., on vote pour eux, l'euthanasie, on n'en va plus. C'est-à-dire qu'on peut faire un vrai débat, moi je crois à l'intelligence des gens. Et puis on se dit ce qu'on se dit, enfin, je parle tout seul, mais je veux dire, on débat, on s'explique, on écoute des rabbins, des imams, des gens qui ont connu, des gens qui n'ont pas connu, des gens qui ont dit moi j'ai voulu, puis finalement après j'ai pas voulu, puis après, etc. Et puis après les gens décident. Et on peut même faire un référendum. Moi je crois qu'on peut faire des référendums sur des questions comme celle-ci, si les spiritualités, les religions, les religieux viennent expliquer, si d'autres, des francs-maçons, des philosophes athées, des gens qui ont réfléchi à ces questions-là, je pense à Luc Ferry, André Comte-Sponville, ou des gens qui ont écrit sur des sujets d'éthique ou de morale, ont leurs choses à dire, puis après les gens choisissent. Alors Michel Onfray, c'est passionnant, on a fait un long excursus un peu philosophique, éthique et philosophique, sur l'un des aspects de cette crise de civilisation qui nous rassemble ce soir. On va dialoguer d'ailleurs dans quelques instants avec le public, ils auront plein de questions à poser. On ne peut pas éviter l'autre signification de cette crise de civilisation. Sommes-nous dans une crise de civilisation? Alors, rappelons les choses, il y a une théorie très répandue aujourd'hui, qui est la théorie du choc des civilisations. Alors, avant que vous répondiez là-dessus, je vais vous poser une question très simple, parce que j'ai un peu réfléchi, j'ai un peu préparé. Est-ce que Israël fait partie pleinement intégrante de la civilisation occidentale, ou est-ce que parler de monde judéo-chrétien, c'est excessif, c'est-à-dire c'est une globalisation politique qui ne correspond pas exactement aux nuances qu'il faudrait apporter? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a les thèses d'Huntington qui ne sont pas forcément complètement les miennes. Moi, je pense à la... Et on peut les ancrer dans l'actualité. Elles ressurgissent chaque jour, notamment dans les commentaires que vous donnez sur la chaîne CNews, par exemple. Hein. On vous interroge, on vous dit, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que c'est consistant, ça correspond à quelque chose? Et est-ce que vous pensez aussi qu'il y a une sorte de continuum civilisationnel allant de la Californie à Israël et englobant le Japon? Est-ce que ça a un sens de raisonner comme ça? Oui. Oui, pas le Japon. Ah, pas le Japon. Mais ce qui est judéo-chrétien, oui. C'est-à-dire que je me sens chez moi en Australie, je me sens chez moi spirituellement, je veux dire, aux États-Unis, je me sens chez moi au Canada, je me sens plus que chez moi en Israël, je me sens pas chez moi au Japon. Et heureusement. Vous vous sentez encore plus chez vous en Israël depuis le 7 octobre? Non, c'est depuis toujours. Depuis toujours. Et vous n'avez pas eu le sentiment le 7 octobre que c'était l'Occident en tant qu'il est en Israël qui était attaqué? Ah si, bien sûr. C'est ça. C'est ça. C'est l'avant-garde éclairée de l'Occident, Israël. Et c'est là que se joue l'essentiel de la civilisation aujourd'hui. Il y a des millions de musulmans qui veulent en finir avec une civilisation judéo-chrétienne. Ils veulent en finir avec quoi d'ailleurs quand on dit ça? L'Occident. Oui, mais qu'est-ce que c'est l'Occident? Pour eux, quel contenu il faut mettre? Quelle texture il faut donner alors, à ce mot? Ce que disent aujourd'hui les déconstructionnistes, ce que disent aujourd'hui les décolonialistes, qui nous expliquent qu'un blanc c'est un colon, que c'est un vichiste, c'est un pétiniste, etc. En fait, c'est une histoire qui consiste à nous dire tâchez de ne pas vous aimer. Et il n'y a pas de judéo-christianisme dans le judaïsme par définition. Et le Jésus que j'ai fait il y a quelques temps est un Jésus très juif.
Et je suis très content d'avoir fait ce livre que je portais depuis très longtemps en disant, mais regardez, il ne s'est rien passé chez Jésus qui ne soit déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Et Jésus, c'est un collage. Je ne disais pas le produit d'une relation sexuelle, mais qui n'a pas eu lieu en plus, mais c'est le produit d'une relation textuelle. Et c'est très étonnant, c'était mon hypothèse de départ, et quand j'ai commencé à travailler, j'ignorais combien j'aurais raison en travaillant. C'est-à-dire quand on prend la Torah et quand on prend le Nouveau Testament, on se dit, mais tout y est. Le Jésus qui dit sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, ça se trouve dans les psaumes. Très précisément dit comme ça. Comment se fait-il que 1000 ans avant que ça ait lieu, la chose se soit trouvée dite? Il a de la mémoire, Jésus, pour dire sur la croix une chose, en disant j'ai appris les psaumes, etc. Donc évidemment que c'est une construction intellectuelle et spirituelle, que c'est une construction qui est rendue possible comme civilisation, parce que Constantin dit j'en fais une civilisation. S'il n'y avait pas eu Constantin, Saint Paul n'aurait pas suffi. Il faut une espèce de. Il faut Jésus, enfin, il faut l'Ancien Testament, il faut la Torah, il faut le Nouveau Testament, il faut Saint Paul, il faut ensuite Constantin, et puis il faut Augustin, et on fabrique une civilisation comme ça. Je vais un peu vite, mais. Et donc cette civilisation, elle existe, et ensuite elle est sur la totalité de la planète, et vous avez une civilisation qui est vraiment judéo-chrétienne, avec certaines différences, évidemment. Un catholique, c'est pas un protestant, un catholique orthodoxe, byzantin, oriental, c'est pas exactement le Vatican, etc., etc. Tout ça n'est pas semblable. Ça peut faire des guerres. L'Ukraine est chrétienne, et la Russie est chrétienne, c'est pas le même type de christianisme. Et donc tout ça se joue sur 2, 3, 4, 5 siècles, avec tous les conciles qui décident sur l'arianisme, sur le filioque, y a-t-il 3 personnes, une personne. Mais aujourd'hui, Michel Onfray, l'échelle de valeurs qui rassemblerait tous les pays, toutes les nations appartenant à ce monde judéo-chrétien, ça serait quoi? Ça serait les droits de l'homme, comme on dit souvent, ou c'est impropre de définir comme ça? Non, c'est l'Occident. L'Occident, moi je ne crois pas aux droits de l'homme, ça n'a aucun sens. Je ne suis pas universaliste. Je ne crois pas que. Je suis allé par exemple en Guyane, et quand territoire français, et quand j'ai vu dans le département français, au fin fond de la forêt amazonienne, et qu'on voit un drapeau européen, on a envie d'éclater de rire. On se dit, ça n'a pas de sens. Si on a des petits-enfants avec des écus peignants, l'Europe est là, c'est Bruxelles qui fait la loi ici. Et on se dit, il faut des subjectivités, il faut la possibilité pour des régions, pour des caractères, des tempéraments, de pouvoir exister. Moi, je ne suis pas jacobin, je suis girondin. Je pense qu'on doit pouvoir faire nation avec des diversités. Et que ces diversités, ce sont des richesses qui rendent possible un pays comme la France. On peut être martiniquais, on peut être guadeloupéen, on peut être guyanais, mais on peut être corse, on peut être breton, etc. Et que chacun y va. On peut même être normand, éventuellement. Comme toi. Depuis 1000 ans, ce qui est mon cas. Et on peut être juif et normand aussi. Oui, absolument. Absolument. Et donc, je crois qu'on a un continuum dont on ne parle pas parce que les gens n'ont plus la culture pour ça. On n'enseigne plus l'histoire, on n'enseigne plus la chronologie, on n'enseigne plus le temps long. Aujourd'hui, on est dans l'immédiat, et c'est dit, oh là là, mais si nous pensions en termes de longue durée, je vois que tu as Spengler, par exemple, moi je fais partie de ma thèse sur Spengler, et là on se dit, alors justement, Spengler, il parle de la civilisation, il ne parle pas de la civilisation judéo-chrétienne, mais il l'évoque. Est-ce qu'il faut être absolument pessimiste ou reconnaître que après les attaques sanglantes du Hamas du 7 octobre, beaucoup d'Occidentaux, Américains, Européens, Japonais aussi, Australiens, ont eu un sentiment d'épouvante et aussi de solidarité très active envers le peuple israélien massacré, et que donc, de ce point de vue-là, ça veut dire qu'il y a eu quand même un sursaut, une prise de conscience. Moi, je pense que c'est aujourd'hui... Est-ce qu'on a vraiment raison d'être absolument pessimiste, comme vous l'êtes parfois? J'ai tendance à dire oui, moi plutôt, j'appelle ça être réaliste. Je pense que c'est être réaliste. Il faut savoir aujourd'hui qui défend vraiment Israël encore. C'est plus exactement la même chose entre l'émotion du départ. Je me situais certes en octobre et novembre dans ma question, tu as tout à fait raison. Nous sommes tous juifs, etc., d'accord, et puis nous sommes un peu, nous ne sommes pas toujours, nous sommes parfois, mais en fait on ne l'est pas du tout. Donc c'est ce qui se passe avec l'émotion, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on dit, mais bon, oui, d'accord, on oublie quand même qu'il y a des otages aujourd'hui. Tout le monde oublie ça, c'est terminé. Quand il y avait Carton, Fontaine, etc., on avait tous les soirs à la télévision les otages au Liban, on avait leur nom, on avait le nombre de jours, etc. CNews le fait, montre les photos des otages français, mais on pourrait faire tous les otages en disant qu'ils sont encore prisonniers, et on parle de cessez-le-feu. Enfin, bon, c'est pas forcément le sujet, et je veux dire que c'est ça le sujet, si. Alors allons-y. Moi je pense effectivement que ce que le 7 octobre nous permet de voir, hélas, c'est que l'antisémitisme était là encore. Vraiment. À la fin de Camus, à la fin de la peste, Camus nous dit, bon voilà, la peste, ça s'arrête. Parce qu'on ne sait pas pourquoi, il y a la peste, elle arrive, puis après elle s'arrête. Mais quand
quand elle s'arrête au Moyen-Âge, c'est pas parce qu'on a inventé un médicament pour qu'elle n'ait plus lieu, elle disparaît. Et Camus dit attention, elle est partout. Elle est là en train de dormir. Alors Michel, pour être très clair, on s'est trop obsédé pendant les années 80, 90, 2000, sous l'influence de SOS Racisme, des survivances de l'ancien antisémitisme maurassien, royaliste ou d'extrême droite, et on n'a pas vu venir un antisémitisme autrement plus important, qui travaillait une partie du monde arabo-musulman, pas l'intégralité, mais qu'on appelle aujourd'hui l'antisémitisme islamiste. Oui, et puis l'antisémitisme de gauche. C'est-à-dire qu'on a toujours imaginé que, ça c'est les communistes ont bien fait leur boulot, ils ont collaboré pendant 2 ans, on oublie quand même le pacte germano-soviétique, on n'en a pas parlé au moment de la panthéonisation de Manouchian, enfin le Parti communiste français a collaboré, le pacte germano-soviétique c'est ça. Les soviétiques et les nazis disaient nous avons des ennemis communs, le général de Gaulle, la City, le capital, le capitalisme et les juifs. Staline et les juifs. Donc ça a été oublié, donc Hitler rentre en Union soviétique avec l'opération Barbarossa, donc terminé le pacte germano-soviétique, les communistes disent tiens, on pourrait peut-être bien commencer à résister. D'accord? Mais il n'y a pas un communiste qui ait résisté avant. Mais alors pourquoi c'est vrai, mais plus récemment, alors c'est tout à fait vrai, si on fait une sorte de phénoménologie historique de l'antisémitisme depuis les années 45, c'est intéressant. Il est en sommeil, au fond, entre 45 et 52 jusqu'aux blouses blanches. Après, il y a les blouses blanches, et ensuite, il y a le tournant de 67. Mais à partir de 67, c'est vrai que dans les gauches européennes, les gens, ils sont en pleine bonne conscience. Ils n'ont pas du tout le sentiment de flirter avec l'antisémitisme. Pourquoi? C'est à partir de la deuxième intifada, des années 2000, que le problème commence à se poser. C'est-à-dire, on se rend compte qu'il y a des passerelles, il y a des partis qui basculent, comme LFI aujourd'hui, il y a ce trotskisme anglais qui commence à frayer avec les islamistes. Pourquoi c'est à partir de ce moment-là que ça se pose? Non, je crois qu'il y a avant déjà des traces évidentes avec le négationnisme et le révisionnisme. C'est-à-dire que les Forissons, par exemple... Tu le vois venir de la gauche, en fait. Bien sûr, ils sont des gens qui ont été communistes, radicaux socialistes. Enfin, Forisson, par exemple, il suffit de regarder sa biographie, et il faudrait voir Internet qui rend tout ça possible. C'est moi, quand j'étais adolescent, les cahiers d'annales révisionnistes s'achetaient dans la sous-préfecture où je vivais. C'est-à-dire qu'on pouvait acheter des cahiers d'annales révisionnistes. Et puis, à un moment donné, c'est l'instrumentalisation de la question juive par Mitterrand qui a été une catastrophe. Moi, je trouve que cette façon qu'a eu Mitterrand de dire bon, il faut me casser la droite en deux, parce que tant qu'elle sera cassée en deux, nous, la petite gauche qui ne parvenons pas vraiment à exister, on va pouvoir exister, on va pouvoir continuer à exister. En 83, Mitterrand renonce à être de gauche. Donc il se dit on va prendre le programme de Giscard. C'est quoi la parenthèse qui a été ouverte et toujours pas fermée? C'est le libéralisme, on oublie le socialisme, on oublie la gauche, et puis on se dit mais il nous faudrait des marqueurs pour qu'on ne soit pas pris pour des giscardiens. On a l'Europe en commun avec la droite, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Et là, on commence à instrumentaliser Le Pen en disant il va falloir casser la droite en deux. Et c'est Mitterrand qui demande à Georges Filiou, son ministre de l'information à l'époque, d'inviter Le Pen à la télévision. Le Pen lui écrit et lui dit enfin, on est un grand parti, on fait des meetings, mais on n'en parle pas, c'est pas normal, etc. Mitterrand dit vous avez bien raison, eu égard au passé de ce monsieur, compagnon de route de la cagoule. Milicien, enfin compagnon de la milice, défendant la milice dans certains textes en disant qu'elle n'était pas assez violente, vichiste, etc., maréchaliste, etc., etc. Donc évidemment, il l'entend d'une bonne oreille, qui plus est, c'est quand même le personnage qui est ministre de l'Intérieur et de la Justice pendant la guerre d'Algérie, donc il a des sympathies pour Jean-Marie Le Pen, et à ce moment-là, il dit on fait monter Jean-Marie Le Pen. Et ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Et donc il y a un moment donné où il se dit oh là là, ça grimpe un peu trop. Et là, à ce moment-là, instrumentalisation de Carpentras. Et l'instrumentalisation est extrêmement documentée. On sait très bien que la dame qui a perdu, la dame dont le mari a été sortie de sa tombe, elle votait pour le Front National. Donc, et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On n'y est pas du tout, c'est le Front National qui a inventé tout ça. Et immanquablement, et depuis, et encore aujourd'hui. Pour résumer, on a perdu un temps considérable en France, dans la prise de conscience du véritable danger. Enfin, c'est ce que tu as l'air de suggérer ce soir. Je dis, il y a une espèce de négationnisme en ce qui concerne la question juive, organisée par la gauche, parce que cette façon de parler en permanence de la Shoah, cette façon de parler en permanence de Radour-sur-Glane, cette façon de dire, quand il a gagné les élections, Macron, le soir du premier tour, il fait quoi? Il fait une fête. Et dans la semaine, il fait quoi? Il s'en va au Radour et il s'en va au musée mémorial de la Shoah à Paris. Qu'est-ce que ça veut dire? Et aujourd'hui, donc, on apprenait que Rima Hassan,
la tristement célèbre Rima Hassan figure désormais sur les listes de la France insoumise pour les élections du 9 juin. Alors ça y est, la boucle est bouclée, hein, Michel, non? Ah oui, c'est logique. Hein, c'est complètement logique. Mais il y a eu un antisémitisme religieux, enfin catholique. C'était le peuple déicide, et donc ça a duré très longtemps. Et puis après, c'est jusqu'à Voltaire, disons, de l'invention du juif errant jusqu'à l'antisémitisme du XVIIIe siècle, des Lumières. Les Lumières ont été très antisémites, et des textes très antisémites de Kant. Il y en a aussi de Hegel au siècle suivant. De Voltaire également. Voltaire, terrible. Et donc, après, c'est la gauche qui s'en empare en disant la gauche, l'argent, le capital, les Rothschild, etc., etc. Et donc, il n'y a pas un type de gauche au XIXe siècle qui ne soit pas antisémite. Proudhon-l'est, Marx lui-même, juif l'est. Voir la réflexion sur la question juive, Saint-Simon, etc. Tous les socialistes, Fourier, sont antisémites. Et puis la Shoah, alors là, la Shoah, il va falloir inventer quelque chose, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui s'en réclamer clairement, sauf à être franchement hitlérien. Mais on a inventé un truc formidable, c'est l'antisionisme. Et donc l'antisionisme, il est toujours dans cette gauche, et je rappelle que les trotskistes étaient très impliqués dans le négationnisme. La Taupe Rouge, la librairie qui vendait tous les textes négationnistes, c'était des gens qui étaient des trotskistes. Et donc c'est toujours dans la tête de ces gens-là, toujours dans la tête du patron de Mediapart, d'Eddie Plenel, toujours dans la tête de Mélenchon, toujours. Dans Septembre Noir, ces gens-là ont défendu. Alors, pour être clair, puisque là on est à un moment du débat qui est très politique, mais qui est intéressant, dans la poursuite justement du développement de cette tumeur, qui est l'antisionisme de gauche, sous pavillon soviétique d'abord, puis aujourd'hui autonomisé, bien sûr, dans chaque pays. Qu'est-ce que veut la France insoumise? Elle veut la déconstruction de la France, pour reprendre le terme que tu évoquais tout à l'heure. Elle veut quelque chose. Elle veut quoi? Elle veut une France définitivement créolisée, oublieuse de ses racines judéo-chrétiennes, tournant la page dans une forme de néo-martionnisme. C'est ça qu'ils veulent? Oui, la chose est clairement dite, c'est la créolisation. Avec ce fait que moi j'ai lu. Créolisation, ça veut dire ça pour eux? Parce que chez Glissant, c'est plus subtil. Non, pas du tout, c'est pas du tout. Ah, c'est pas subtil. Pas du tout. Ah, vas-y. Il y a chez Glissant des textes poétiques. Voilà. Si c'est poétique, c'est lyrique, c'est pas tout peut être dit. Mais il y a des textes théoriques où il dit très précisément qu'il se pourrait que la créolisation ne se fasse pas de manière violente, mais il n'y a pas dans l'histoire l'exemple de créolisation qui n'ait pas été violent. Il le dit. Il dit également dans un autre texte que son modèle, ça lui vient, il est sur une plage de la Méditerranée, et il voit des méduses. Et son modèle civilisationnel, c'est la méduse. Il faut faire quand même, ce type, il estime qu'effectivement, on pourra prendre la méduse, animal urticant s'il en est. Il y a des méduses aujourd'hui, des cuboméduses qui sont mortelles, dont la piqûre est mortelle. Et Glissant nous dit que ça doit être ça, le modèle social et sociétal. Et donc, ce monsieur était un grand lecteur des déconstructionnistes français, grand Deleuzien, grand lecteur de Guattari, obsédé par le prix Nobel. J'ai interviewé chez Gallimard quand j'étais journaliste à Marianne, pour tout te dire, tu vois, donc nobody's perfect. Non, mais après, on a fait dire à ces gens-là des choses que n'auraient peut-être pas dites aujourd'hui. Moi, j'aimerais qu'on puisse aujourd'hui interroger Derrida, Foucault sur ce qu'on fait de leur travail. Je ne suis pas sûr qu'ils pourraient consentir à tout. Il y a une chose entre Derrida et les Derridiens, et les Derridiens français et les Derridiens américains, il y aurait beaucoup de choses à dire. Derrida, c'était pas très clair en français, quand c'est traduit en anglais, c'est pas très clair, encore moins, et quand c'est commenté par un anglais, éventuellement, qui parle français, c'est encore beaucoup moins clair. Donc je pense que les déconstructionnistes, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, parce que même les déconstructionnistes eux-mêmes ont renoncé au structuralisme de leur vivant. C'est-à-dire que les Américains disent « Ah, c'est formidable, la pensée de Deleuze, la pensée de Foucault, etc. » Mais avant qu'ils ne meurent, ils avaient tous renoncé au structuralisme, tous. Sauf Lacan parce qu'il est mort avant, mais Althusser parce qu'il a étranglé sa femme, mais sinon tous les autres, à un moment donné, ils ont dit bon, on passe à autre chose. Et donc il faudrait s'entendre sur la question du déconstructionnisme, mais c'est une espèce de soupe qui est fabriquée aux États-Unis et qui est devenue celle des jeunes aujourd'hui qui sont sans culture et qui sont des constructionnistes sans avoir jamais lu une phrase de Foucault ou de Deleuze, bien sûr. Alors aujourd'hui, on est dans une situation très paradoxale. Il y a beaucoup de jeunes ou de moins jeunes, français de confession, d'origine musulmane, qui se reconnaissent dans la République, dans la laïcité, vraiment avec beaucoup de sincérité, et ils ont l'impression de ne trouver aucun écho nulle part, hormis dans les communautés juives, il faut dire les choses comme elles sont. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, justement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour leur donner le sentiment que la nation française n'est pas en train de s'autodétruire? C'est difficile, parce que depuis au moins mai 68, on a détruit les vieux modèles qui fonctionnaient. La chronologie. Gabriel Attal n'a pas commencé à reconstruire des petites choses, non? Il parle, lui, il ne
fait que ça. C'est le ministère du Verbe, hein, Macron et Attal. Ils n'ont pas le monopole. Hein. Oui, en fait, c'est quoi? C'est la politique sous pilotage automatique des communicants? Et moi, vous savez, je suis souverainiste, donc quand on n'a pas sa souveraineté, on ne peut pas faire de politique. Donc on donne un coup de fil à M. van der Leyen en disant quelle est la feuille du jour aujourd'hui, puis on lui envoie ce qu'il faut faire. Puis c'est tout. Alors, entre deux, vous faites quoi? Vous parlez. Et on a vu ce qui s'est passé avec ces paysans. Ça a couché de quoi tout ça? Et Ursula, c'est la vraie patronne aujourd'hui? C'est pas elle toute seule, mais ce sont des technocrates qui ont confisqué le pouvoir et qui gèrent et qui décident des guerres. L'Europe a décidé d'aller faire une guerre en Ukraine, qui ont décidé d'aider depuis des années la Palestine, en sachant très bien ce qui se passait. Ils donnaient de l'argent, hein. L'Europe a donné beaucoup d'argent. Moi, je suis allé en Israël, je suis allé dans les territoires aussi où j'ai vu des Palestiniens qui me disaient « Oh, on est miséreux, on n'a rien du tout, ils ne nous donnent rien, etc. » Évidemment, cet argent qui ne leur était pas donné, il permettait l'économie de guerre, qui permettait le creusement de tunnels, qui permettait de se préparer à ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc, évidemment, quand Hitler il a une économie de guerre et qu'il commence son économie de guerre en 1933, il faut bien qu'en 1939, il rentre en Pologne, et puis après la France. Et quand les Palestiniens ont détourné l'argent qui leur a été donné, voire les choses qui leur étaient données, on leur donnait des tuyaux pour faire des canalisations pour que l'eau passe, ils transformaient ça en lanceur de roquettes, en tube pour lancer des roquettes. Je reviens quand même à ma question. Créteil est une ville très républicaine. Il y a d'ailleurs des relations entre les communautés religieuses qui sont des relations très étroites et même fraternelles par beaucoup d'aspects. Donc ça veut dire qu'en France, on pourrait y arriver. On pourrait y arriver à condition de réaffirmer l'autorité d'un contrat républicain. Mais ça, c'est fini depuis 1960. Attends, quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, la nécessité n'est pas de trouver des voies politiques, justement, qui soient capables de remettre ce contrat républicain à l'ordre du jour, et pas seulement par le verbe, aussi dans les actes? C'est ce qu'attendent de très nombreux compatriotes d'origine musulmane, par exemple, pour le coup. Oui, sûrement, mais je veux dire quel homme politique est susceptible d'avoir ce courage? Marine Le Pen, elle sait même pas ce qu'elle veut. Une chose, autre chose, qu'est-ce qui peut lui être utile, ça, pour être élu? Alors ça ira bien, etc. Tous les autres, ils sont maastrichtiens. Le premier aujourd'hui qui est présenté comme un anti-maastrichtien, c'est quoi? Il défend en même temps l'idée que les vaccins seraient là pour nous pucer, pour faire de telle sorte qu'un jour, au grand reset, on va nous faire exploser les humains. Il y a des gens, on se dit, je pense à Philippot, s'il faut parler clairement, ou à quelques autres, on se dit à un moment donné, mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois que vous avez un souverainiste ou quelqu'un qui propose le Frexit, c'est un crétin? Pourquoi est-ce qu'on choisit toujours ces gens-là en disant c'est pas une alternative politique, c'est déraisonnable, etc., etc. Et on lui dit mais regardez l'Angleterre, ils ont quitté l'Europe, mais ils ont continué à faire la même politique. Ben, ça sert à rien de reprendre le gouvernail si on garde le cap qui était le cap précédent. Donc il y a un moment donné où il faut dire, j'allais dire à la Jean-Pierre Chevènement, mais même Jean-Pierre Chevènement, il ne veut pas qu'on parle de souverainisme en ce qui le concerne, celui que je le connais bien. Et il préfère le mot de républicanisme en ce qui le concerne. Oui, mais il ne veut juste pas avoir d'ennui avec les gens qui font la pluie et le beau temps en France. Et puis voilà, il a appelé à voter Macron, et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait avec Macron, quoi? C'est à un moment donné où quand on est un homme historique, enfin quand on est un homme politique et qu'on a le sens de l'histoire, on s'engage pour des idées. Le général de Gaulle, il ne fait pas un test pour savoir ce qu'il faut résister le 18 juin. Il ne va pas demander à un institut de sondage si c'est une bonne idée. Il dit qu'il faut le faire. Et on y va. Et bien un homme politique aujourd'hui qui aurait dit, un homme qui dans son temps aurait dit non, on va refuser ça. Et on va refuser Maastricht, on va refuser. Alors en 2005, les gens disent non, on ne veut pas de votre truc, ça marche pas. En 2008, on dit vous l'aurez quand même. Donc il y a une espèce d'effondrement de la démocratie aujourd'hui, avec tous ces journaux qui sont présentés comme des journaux pluralistes. Là, on se dit, in fine, tous les journaux invitent à voter Macron. De l'Humanité au Figaro, en passant par Libération, tous. Ils nous disent, alors Macron parce que c'est le meilleur, ou après nous dire, il faut voter contre Marine Le Pen. Alors, donc c'est une idéologie. Je vous se mettre les pieds dans le plat pour terminer, puis après on va élargir le cercle de la discussion, parce qu'après ces échanges, à mon avis, passionnants, il y a plein de questions encore à te poser, Michel. Ça revient souvent dans le débat public, on dit, voilà, il y a au fond 9 personnes aujourd'hui qui sont des oligarques de la presse, qui ont donc un contrôle plus ou moins direct sur l'ensemble des rédactions de presse papier, mais aussi de médias audiovisuels, de sites internet en France. Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est malsain? Est-ce que ça devrait évoluer? Est-ce qu'il faut revenir? Est-ce qu'on peut revenir aux valeurs fondamentales du Conseil national de la résistance en matière d'information? Voilà, très concrètement, ça fait 6 ans que je suis interdit de service public. Ça ne pose aucun problème. Aucun problème. Et pour quelle raison? Bolloré est un méchant garçon, mais je suis interdit d'émission politique sur France Inter, sur France Culture. Et qu'est-ce que tu as fait pour mériter cette désinvitation? Je ne sais pas. J'ai plusieurs hypothèses, je ne sais pas. Rien ne m'a été dit, simplement c'est facile de le constater.
télé. J'ai dû être invité 2 fois en 6 ans pour parler des huîtres en Normandie dans l'émission de François Hollande. Il y avait une sur le service public de Boston-Field. Et puis une autre fois où j'étais dans un salon de livre à La Réunion et j'ai parlé du rougail saucisse. Et alors pourquoi les journalistes en France ont autant de mal à reconnaître l'existence de censure plus ou moins tacite, plus ou moins explicite, dont ils seraient les victimes ou les objets? Je l'ai dit 10 fois que j'étais interdit de censure. Non, mais parce que pourquoi les journalistes ont-ils autant de mal à reconnaître qu'ils sont les victimes de censure, plus ou moins explicite, plus ou moins tacite? Les journalistes. Ah oui, ça je crois qu'ils ont du mal. Victimes de censure. Bien sûr, parce que il y a des consignes qui ont été données pour que tu ne sois pas invité. C'est ce que tu as l'air de suggérer. Ah, non, je suggère rien, je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas. Il y a eu un moment donné où Patrick Cohen a dit qu'il y avait une liste noire, au moins c'était clair. Donc on n'invite pas les gens, comme ça c'est clair. Et je sais pas. On parlait de cerveau malade à l'époque. Oui. Mais tu faisais partie des cerveaux malades? Ça fait longtemps que j'ai le cerveau malade, oui. Je pense que je peux déjà en faire partie. Donc c'est simplement. J'en apprends tous les soirs. Donc, quand on commence à dire des choses qu'il ne faut pas dire, par exemple, on vient de faire Front Populaire un numéro sur l'Europe, donc je disais le totem est EST tabou, le totem est tabou, et le totem c'est l'Europe, on touche pas. L'Europe c'est fantastique, c'est merveilleux, c'est formidable, ça empêche la guerre. On nous a dit en 92, plus de misère, plus de pauvreté, plus d'antisémitisme, amitié entre les peuples, etc., etc. Et ce sera encore un sujet tabou pour les gens qui, je reprends ta formule, font la pluie et le beau temps en France. Bien sûr, on ne touche pas à l'Europe. Vraiment? Oui, l'Europe c'est pas le problème, c'est la solution. Donc si on dit, c'est problématique, écoutez ce que les paysans vous ont dit, et ils vous ont dit des choses très concrètes. Ils n'ont pas fait des cours de Sciences Po, ils ont dit, mais nous, on nous demande de produire des poulets, on a une législation qui est terrible, les écolos nous imposent des trucs incroyables, et puis après on nous dit, voilà, il y a des millions de poulets qui sont congelés depuis 3 ans en Ukraine, et ils ont été fabriqués presque nourris à la dioxine extrait, et ils sont sur le marché, et nous, évidemment, on ne peut pas être sur le marché. Donc, voilà, on fait faillite, et on est pendu, etc. Eux, ils expliquent ce qu'est l'Europe, véritablement. Évidemment, il ne faut pas qu'on entende ces gens-là. Donc, il faut expliquer que c'est pas ça, ils n'ont pas compris, etc. Le Mercosur, etc. Mais pas du tout, c'est ainsi que fonctionne la machine, elle détruit. Et si nous, on n'a pas d'argent au Front Populaire, on n'a aucune subvention, on marche très bien, ça se vend très très bien, mais quand j'ai essayé... Stéphane Simon est un très très bon directeur de publication, tu t'es associé à Stéphane Simon, c'est ça qui est un excellent directeur de publication, hein, vous faites du bon travail. C'est pas lui qui fait que les gens s'abonnent. Ah non, c'est bien sûr, c'est la revue du bled, les gens entendent une voix qu'ils n'entendent pas ailleurs, et puis de temps en temps ils disent on apprend des choses qu'on n'entend nulle part ailleurs, et de fait, donc on n'a pas de subvention, on n'est jamais dans les revues de presse, on n'est jamais cité, et voilà, et ça se trouve dans les gares, ça se trouve partout, dans les kiosques, parce qu'il y a ça, il y a un désir chez les gens de comprendre des choses qui leur sont présentées comme inévitables, alors qu'on dit mais non, ça peut être évité, on a fait ce numéro sur le général de Gaulle, il nous manque du gaullisme aujourd'hui. Tous ces gens qui se prétendent le général de Gaulle, c'est n'importe quoi. Le gaullisme, c'est d'abord un souverainisme, c'est-à-dire on décide chez nous, et tous les pays décident chez eux. Et ils voulaient que la Russie puisse décider chez elle, mais pas de décider, la Russie soviétique, mais qu'elle ne décide pas pour le restant du monde, etc. etc. Moi, j'ai défendu le souverainisme, et quand on a dit qu'on allait lancer une revue souverainiste, dans le point, Bernard-Louis Lévy a dit que j'étais désormais Marcel Déat et Doriot. C'est-à-dire, j'ai porté donc l'uniforme nazi sur le front russe. Jean-François Kahn a dit la même chose dans Marianne. Jacques Julliard a dit la même chose dans Marianne. Ça n'a gêné personne que je sois traité de nazi. Ça n'a jamais gêné tous ces gens-là, aucun. En tout cas, à Créteil, personne ne te traite de nazi, ni de Doriot. Je sais que tu es bienvenu. Voilà, oui, absolument. Je dis juste que c'est dans mon cas que problématique, c'est d'essayer de résoudre cette équation du est-ce qu'aujourd'hui, quand on critique l'Europe comme elle fonctionne, on a le droit de parler, d'être édité, d'être invité, etc. Réponse non. Sauf quand on existe depuis longtemps que ça, mais quelqu'un qui démarrerait dans la carrière en défendant ces idées-là, il n'existerait pas. Alors, tu voulais peut-être nous donner ce soir des raisons de désespérer. En réalité, tu as rallumé, je pense, chez beaucoup d'entre nous, la flamme du politique, car c'est ça le politique. L'essence du politique, on peut terminer là-dessus, puis après on va passer aux questions. L'essence du politique, c'est l'affirmation d'une volonté collective contre les destins, contre les fatalités. C'est de défataliser les choses, la politique. Il y a un grand livre de Tocqueville, qui n'est pas de la démocratie en Amérique, qui est un livre sur la Révolution française, qui est un livre extrêmement intéressant, qui ne parle pas du tout de la Révolution française en disant il n'y a pas le nom de Marat, il n'y a pas le nom de Danton, il n'y a rien de tout ça, mais il nous explique que la Révolution française n'a pas touché à l'essentiel parce qu'elle n'a pas touché à la centralisation. Et dit depuis Philippe le Bel, il n'y a que centralisation. Ça s'appelle l'Ancien Régime et la Révolution, c'est formidable. Et il nous dit il faudrait qu'on puisse appuyer sur les régions. Je déteste le mot territoire. Territoire, c'est un terme d'éthologie. Les animaux ont des territoires.
Ils font un petit pipi, un petit caca, et puis ils disent voilà, c'est mon territoire, ça m'appartient, et il y a toujours, ils compissent, ils conchient pour dire c'est mon espace. Et bien la province, c'est ça, on a des territoires. Non, je dis simplement qu'il y a une autre tradition dans la pensée française, et ce serait très intéressant pour Israël, cette idée. Elle est chez Camus pour finir, mais elle est par exemple, ça s'appelle la polysynodie, chez quelqu'un qui s'appelle l'abbé de Saint-Pierre, et qui est l'auteur du projet de paix perpétuelle au XVIIIe siècle. Texte repris par Kant. Et ce Macron, il offre un jour au pape le projet de paix perpétuelle de Kant. Le président de la République avait évidemment intérêt à offrir un livre d'un philosophe allemand, alors que ce livre d'un philosophe allemand est inspiré d'un philosophe français qui s'appelle l'abbé de Saint-Pierre et qu'il aurait été bien inspiré de l'offrir au pape François, qui de toute façon le connaît. Et donc, dans ce texte-là, il parle de ce qu'on appelle la polysynodie. Et c'est une façon de donner le pouvoir au conseil. On fait des conseils. Et l'État n'est pas centralisateur. C'est au moment où Louis XV avait un régent, il est trop petit, et on est en train de réfléchir à la question d'une politique qui pourrait être girondine. Et on a ça avec les Girondins. Il y avait 83 départements à l'époque de la Révolution française, et les Girondins disent qu'il faut que Paris pèse 1/83e de la représentation nationale. On n'y est pas. Et surtout au travers des processus de concentration qu'on a décrits au long de cette conversation. Bien sûr. On est d'accord. Concentration symbolique, concentration culturelle, concentration politique. Oui. Financière, etc. Quelque chose. Proudhon reprend ça avec la fédération. La question de la mutualisation, de la coopération, très anti-marxiste, en même temps très à gauche. Et puis Camus, j'en finis, parce que Camus consacre un texte de 3 pages formidable pour dire, mais regardez ce qui se passe avec l'Algérie, où il y a des musulmans et où il y a des Français, des gens d'origine européenne, continentale, et il dit qu'il faudrait fabriquer une fédération, non pas une fédération jacobine, mais qui permettrait aux communautés de coexister dans une même intendance. C'est ma proposition, moi, politiquement. Je pense que nous ne nous en sortirons pas tant qu'on restera dans le schéma jacobin, dans genre un État, un drapeau, etc., et qu'on peut fabriquer des confédérations comme en Suisse. Cette proposition, elle pourrait avoir une suite, un droit de suite politique d'ici 2027, Michel? Moi, je vais faire un texte là-dessus. Ouais, je vais faire un texte pour dire que tant qu'on restera comme ça dans une logique jacobine, avec un chef de l'État qui prétend tout décider alors qu'il ne décide de rien du tout, c'est l'Europe qui décide pour lui, mais si on permet du communalisme libertaire, du département, de la région, de la décision ici et maintenant, là où on se trouve, eh bien, je pense que les gens retrouveront le sens de la politique. Maintenant, ils ne vont pas voter 50%, ils ne vont pas dire ça sert à rien qu'on vote pour tel ou tel candidat. Avec la peur, en 2027, d'avoir le successeur ou la suivante d'Emmanuel Macron qui sera un clone, c'est ça, c'est ce que tu disais récemment sur CNews. Ben, Marine Le Pen, elle a dit qu'elle était pour Schengen, qu'elle était pour l'euro, qu'on touchait pas aux frontières de l'Europe, elle a dit on va être très gentil, on va être méchant, elle va faire du mairie. Et comme ça s'est passé avec Syriza, comme ça s'est passé avec Podemos, comme ça s'est passé donc, sur les Arambres, Podemos en Espagne, ça se passe comme ça à chaque fois avec des gens qui restent dans le même logiciel. Et qu'est-ce qu'elle va faire Marine Le Pen quand elle arriverait, je parle conditionnel, au pouvoir? Elle aurait Ursula von der Leyen qui disait bon, maintenant il faut qu'on parle. Et puis il mettrait combien de temps? 2 jours, 2 mois à coucher des pouces? Moi je dirais 2 heures. Donc simplement il n'y a pas de plan B. Il y a un très beau film de Costa Gavras, j'oublie le titre en anglais parce que j'ai pas la mémoire de ces choses-là, mais Costa Gavras qui a fait quelque chose sur ce qui s'est passé avec Syriza. Et on voit comment l'Europe dit on va écraser ces peuples. Varoufakis qui défendait, qui portait le peuple, Varoufakis se fait écraser, et puis l'autre se fait acheter. Et donc ça se passerait comme ça avec Marine Le Pen. C'est de la politique politicienne de bas de gamme, et puis voilà, on la présente comme une espèce de nazi ou de fasciste. Tout ce monde-là se fait peur, mais c'est la France en même temps qui paye les pots cassés de tout ça. Si on laisse faire cette politique politicienne, on ne fait pas de la politique digne de ce nom. On pourrait refaire la politique digne de ce nom en disant on va refaire un contrat social, on va refaire un contrat girondin, on va en finir avec le Paris qui déciderait de tout, et encore Paris qui déciderait de ce que l'Europe lui a dit qu'il faut faire. C'est pas à Bruxelles de dire à Paris ce qu'il faut faire en Guyane. En Guyane, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a des choses qui peuvent être données aux communautés. Alors, dernière question, et après je me tais et on écoute les questions de nos amis. C'est passionnant. Michel Onfray, à l'instant, tu disais, cette idée que je lance pourrait aussi servir à Israël. Pourquoi Israël souffrirait d'un degré analogue de centralisation paralysante aujourd'hui? Je me suis trouvé un jour à Tel Aviv dans le bureau d'un attaché culturel, je ne sais plus très exactement, un éditeur, je ne sais plus. Et c'était une étrange carte d'Israël, uniquement avec les territoires palestiniens. On avait tout enlevé, c'était comme si c'était dans la mer et qu'il y avait un immense archipel avec juste ces petits points comme ça. Et c'est là que je me suis dit, les 2 États, c'est pas possible.
On ne peut pas marcher deux États, c'est pas possible. En revanche, un État dans lequel les deux communautés peuvent passer un contrat en disant nous allons voir comment on peut arranger tout ça. J'ai ça sur mon téléphone portable, le texte que je relis régulièrement de Camus, où il explique très précisément. Il y avait un professeur de droit constitutionnel, je crois, AG à l'époque, qui avait fait cette proposition sur la possibilité de dire fabriquons des communautés qui seraient dans la mutualisation et dans la confédération d'un type suisse, d'une certaine manière. Et c'est pas allé beaucoup plus loin que ça chez Camus, parce qu'il a juste fait un texte comme ça, mais ça mériterait d'être pensé en dehors de la vieille logique jacobine du genre deux États. Non, l'État n'est pas le fin mot de l'histoire. Si l'État, c'est la centralisation jacobine. Mais si l'État, c'est la possibilité à plusieurs États de cohabiter en faisant de telle sorte qu'on empêche à des gens de dire qu'il va falloir détruire l'entité sioniste, alors à ce moment-là, c'est susceptible de permettre une issue, parce qu'aucune guerre n'a duré toujours. Et à un moment donné, il faut penser en termes de paix. Il est bon que la guerre ait lieu quand il s'agit de répondre à la guerre qui a été déclarée, je le dis encore une fois pour Israël, mais à un moment donné, on va dire qu'il va falloir que cette guerre dure 3000 ans. Donc qui pense la paix et comment et de quelle manière? Donc il faut penser la paix en regard de la guerre et en se disant il y a des idées qui n'ont pas été utilisées. La polysynodie, par exemple, de l'abbé de Saint-Pierre, ou ces propositions de confédération, je dirais, que Camus proposait pour que les Algériens puissent vivre ensemble, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient berbères, qu'ils soient kabyles, etc. Merci infiniment pour cette passionnante analyse et tour d'horizon de l'actualité. Aussi, on a beaucoup parlé de l'actualité et de philosophie également. Je renvoie bien sûr à tes derniers livres, Patience dans les ruines, Saint-Augustin, Urbité et Orbi aux éditions Bouquin, mais aussi Le fétiche et la marchandise, qui est paru un tout petit peu avant, quelques mois avant, également aux excellentes éditions Bouquin. Il y en a d'autres aussi, hein, chers amis. Le micro va circuler, je pense que c'est d'ailleurs mon micro qui va circuler, pour des questions, plus, si c'est possible, que des interventions. Pas trop d'interventions, plutôt des questions, hein, pour que la parole circule dans les travées. Merci beaucoup. J'ai deux petites questions. Dans la première partie de votre discours, vous parliez en fait d'eugénisme dans le transhumanisme. Est-ce que vous pensez que l'homme réparé, avec notamment l'amélioration des biotech dans les années à venir, est pendant de l'eugénisme? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, je ne comprends pas la non-intervention, entre guillemets, des différents hommes politiques face au wokisme, face à la France insoumise. Est-ce que vous pensez que dans les années à venir, le peuple est amené en fait à prendre ce qui lui arrive, c'est-à-dire à râler, et puis voilà? Ou est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un sursaut justement face à ces différentes opinions qui sont plus qu'extrémistes? Sur la question de l'eugénisme, je crois qu'on ne l'évite pas, l'eugénisme. Il existe toujours. Si on vous dit, voilà, votre femme attend un enfant et l'enfant est dépourvu de cerveau, ça existe, des enfants acéphales. Je ne suis pas sûr que tous les parents diraient on le garde tout de même. Les parents diraient, bon ben oui, il n'est pas viable, comme on dit. On peut imaginer qu'il soit viable tout de même. Enfin, c'est un vrai problème de casuistique. D'une certaine manière, si moi je porte des lunettes, c'est parce qu'effectivement je ne vois pas bien, et on peut imaginer que ça aussi c'est de l'eugénisme. D'une certaine manière, toutes les maladies, les pathologies, on peut estimer qu'après tout, quand on a mal à la tête, on prend un cachet d'aspirine, et que ça aussi, ça procède de l'eugénisme, parce qu'il s'agit de faire reculer la souffrance, de faire reculer la douleur, et que tout ça est acceptable. Il y a juste à un moment donné, on se dit, ça commence à quel moment? Par exemple, quelqu'un qui dit, moi je suis une petite fille de 8 ans, ça fait 4 ans que j'ai envie de changer de sexe, est-ce qu'elle a le droit? Est-ce que c'est une pathologie? Alors évidemment, tous les gens qui défendent ces choses-là disent bien sûr que non, c'est pas une pathologie. C'est pas une pathologie, mais il faut quand même faire tout ça à l'hôpital et c'est la sécurité sociale qui vous rembourse. Tiens, c'est drôle que la sécurité sociale s'occupe de choses qui ne relèvent pas de la maladie. Donc il y a un moment donné où l'eugénisme, c'est aussi un projet de société. Donc on ne peut pas laisser de côté, par exemple, la question des personnes âgées. C'est pas normal que les personnes âgées soient traitées comme elles sont traitées. C'est inadmissible. Et ça aussi, ça pose une question particulière. Est-ce qu'on ne peut pas organiser les choses autrement? Est-ce qu'on ne peut pas faire des coopératives dans lesquelles des gens pourraient vivre dans leur maison avec d'autres individus, peut-être des jeunes qui pourraient s'en occuper? Enfin, il y a des alternatives pour faire durer les individus. D'une certaine manière, c'est de l'eugénisme aussi. Donc l'eugénisme, il a besoin d'une épithète. Si c'est un eugénisme nazi, on est d'accord. Si c'est un eugénisme libéral, je dirais que tout le monde est d'accord aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un enfant va avoir une claudication qu'il faut le supprimer. Le bec de lièvre, c'est des questions qui se posent aussi. Bon, moi, je suis contre ces eugénismes-là, mais il y a un moment donné où on peut aussi choisir les siens. J'ai un frère, par exemple, qui est diabétique.
Lui, il a fait des enfants un peu au hasard. Il dit, on verra bien, ils seront peut-être pas. Et ça fait qu'ils ne le sont pas. Mais j'aurais très bien compris qu'ils puissent recourir à un eugénisme libéral pour que la sélection se fasse, de sorte que ces enfants ne soient pas diabétiques. Ou hémophiles, pour le cas de familles hémophiles, etc. Donc tout ça, c'est du coup par coup, je vous dirais. L'idée de dire jamais d'eugénisme, je ne crois pas. C'est simplement quel type d'eugénisme voulons-nous. Maintenant, l'eugénisme, votre deuxième question, c'est un peu l'eugénisme qui nous est présenté aujourd'hui, avec je dirais tous les Macron, enfin tous ces gens qui, mais droite et gauche, c'est la même chose. C'est-à-dire que je ne fais pas de différence entre Fabius et Juppé, enfin entre tous ces gens qui nous disent en gros que le progrès, c'est ça, c'est-à-dire que c'est la possibilité d'acheter des enfants, de louer des utérus, etc., etc. Si effectivement on continue dans ce sens-là, c'est pas très compliqué, tout va s'effondrer, et tout est en train déjà de s'effondrer. Parce que les gens aujourd'hui ont peur justement de cette espèce d'épouvantail des Le Pen en disant « Ah, mais vous êtes fasciste. Vous ne voulez pas que les homosexuels puissent acheter des enfants, c'est donc que vous êtes homophobe. Pour être homophobe, ah non, je n'ai pas dit ça. Bon, bah alors, dites donc que c'est bien, c'est bien. » Et il y a une espèce de terreur qui empêche de penser aujourd'hui. On est traité de tous les noms si on dit « Bah non, je pense ça, après tout, pensez ce que vous voulez de ce que je pense, mais je le pense. » Je ne pense pas qu'on puisse dire d'une femme que son métier doit pouvoir consister à faire des enfants et à s'en débarrasser moyennant un chèque de 200 000 €. C'est tout. Je ne pense pas ça parce que j'ai lu Victor Hugo et que quand vous lisez Les Misérables, vous voyez bien ce qui se passe avec Fantine et Cosette et que normalement la gauche à l'époque, elle est du côté de Fantine. Elle fait quoi Fantine à un moment donné? Elle a mis ses enfants à l'avion, elle a couché avec un petit con qui l'a mise enceinte, après le type est parti, il s'est retrouvé fille-mère, donc évidemment il a fallu se séparer de cet enfant. Elle le met chez les Thénardier qui disent il est malade, il faut lui donner de l'argent, il dit j'ai pas d'argent, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vend ses cheveux, elle vend ses dents, les palettes, les deux dents de devant. La page est terrible chez Victor Hugo, quand on voit bien que Victor Hugo il dit elle passe devant un type qui achète les cheveux, qui achète les dents, etc. Puis il dit je vais quand même pas faire ça, quoi. Et puis la page suivante, on s'aperçoit qu'elle est pâle dans son lit et qu'elle ouvre la bouche dans un sourire plein de sang et qu'il y a les 2 Louis qui sont là, avec lesquels elle va pouvoir payer les Thénardier alors que Cosette n'est pas malade. La gauche, à l'époque, elle était du côté de Fantine. Aujourd'hui, elle est du côté des Thénardier. Elle est du côté des Thénardier. Les gens qui, aujourd'hui, je sais pas, le patron de BFM, Marc-Olivier Fogiel, achète un enfant à l'étranger et il fait un livre, il est invité, tout le monde trouve ça formidable, fantastique, c'est Thénardier, ça. C'est de gauche, bien sûr. De gauche, bien sûr. Et donc, on se dit, évidemment, si c'est ça qu'il faut aujourd'hui défendre, eh bien, allons-y. À ce moment-là, on court à la mort. Si effectivement, on n'a pas d'autre chose à présenter pour mettre au fronton de notre Constitution que le droit d'avorter, est-ce qu'il n'y a pas mieux? Moi, personne ne met en cause le droit à l'avortement aujourd'hui. Puis le droit, c'est pas une obligation. Si vous ne voulez pas avorter, n'avortez pas. C'est la même chose avec l'euthanasie. Si vous avez le droit, c'est pas une obligation. Après, vous allez mourir. C'est une possibilité. Donc moi, je suis pour l'IVG, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est un phare indépassable de l'horizon civilisationnel. Quand Macron nous dit si on a une constitution européenne, il faut également qu'en prologue de cette constitution européenne, on nous dise que l'une de nos valeurs, c'est l'avortement. Plus de 200 000 avortements tous les ans en France, alors que la contraception est libre. Vous pouvez trouver des préservatifs dans les toilettes des lycées aujourd'hui. Vous pouvez aller dans une pharmacie et acheter tout ce que vous voulez. Vous avez la pilule en main. Enfin, tout est possible. Comment se fait-il qu'il y ait toujours plus de 200 000 avortements aujourd'hui en France? C'est devenu un moyen de contraception ou pas? C'est acceptable, c'est défendable, ce genre de choses. Donc je pense effectivement que la civilisation aujourd'hui, quand elle est défendue par des gens qui disent non, écoutez, les utérus des femmes, c'est pas fait pour ça. Et donc, ce sont des gens qui passent pour des réactionnaires, des conservateurs, et on les remet dans les bras de l'extrême droite, des catholiques traditionnalistes, intégristes, etc. Et, oui, voilà. Et il y a peu de gens qui ont le courage de dire insultez-moi, c'est pas le problème, la vérité est plus importante que ce que vous allez penser de moi, surtout vous. Alors, autre question, les amis. Voilà. Allez-y, monsieur. Merci. Deux questions extrêmement courtes. Que pensez-vous de la probable, possible élection de Trump aux États-Unis? Deuxièmement, que pensez-vous de ce que moi je qualifie le délire de M. Macron actuellement avec le va-t-en-guerre en Ukraine? Oui. Alors, Trump, c'est compliqué parce que toutes les informations qu'on peut chercher en France, on les a dans la presse qui nous dit que c'est un sale type, c'est un salaud. Humainement, c'est clair. Le personnage sans foi ni loi, surtout avec les femmes, enfin bon, vraiment pas un personnage recommandable. Mais il a une politique étrangère, elle est claire, sa politique étrangère. Lui, il dit on défend Israël, point la ligne.
Voilà. Et il dit, on va arrêter la guerre en Ukraine parce que je donne un coup de fil, je suis élu, et dit, bon, Poutine, il y a un petit problème, il va falloir que ça arrête, quoi. Parce que sinon, ceci, c'est là. Et il est crédible. Moi, il est crédible, il y arriverait. Moi, je pense. Il a la monnaie qui gouverne le monde. Il a la monnaie qui gouverne le monde. Le crédit est chez lui, au deux sens du terme. Et donc, si effectivement on a des Biden qui sont très impliqués dans le complexe militaro-industriel, ils ont intérêt aux guerres. Ils ont intérêt, ça fait leur business. Et donc, il faut laisser faire la guerre. Alors évidemment, on ne dit pas on fait la guerre parce qu'on fait du beurre. On dit on fait la guerre parce qu'il faut défendre la liberté, parce que quand même, les droits de l'homme, parce que, etc., donc on connaît le truc. Mais ça fait 10 ans qu'elle existe, cette guerre. Ça fait 10 ans. D'un seul coup, les journalistes, Poutine rentre en Ukraine, oh, il se passe un truc incroyable. Mais non, il se passe quelque chose depuis 10 ans. Les accords de Minsk, qui sont pas depuis 2 ans. Comment s'est-on comporté, nous, la France? Comment c'est Hollande qui a dit, oh non, on a fait ça, on n'y croyait pas une seconde, c'était pour faire attendre, etc. On ne méprise pas impunément les gens. On ne peut pas mépriser les gens. Il faut remonter même plus en amont. Je pense que quand on fait de la politique comme ça, il faut voir avec la géostratégie et la géopolitique. Il y a un moment donné où Gorbatchev dit on va faire la glasnost et la perestroïka, mais tiens, mais non, pour faire ça, non, le libéralisme, il n'y a que ça de vrai. Et il dit, aidez-moi, dit Gorbatchev. L'autre dit non, pas du tout. Et à un moment donné, souvenez-vous, Gorbatchev se fait prendre par un commando, il y a un coup d'État, et Mitterrand arrive à la télévision, il sort une lettre. Les putschistes ont écrit une lettre et ils nous ont dit qu'ils allaient bien se comporter avec M. Gorbatchev. Donc il y a une façon déjà de dire à la Russie, tombez. Et quand vous serez tombé, on vous relèvera avec le RMI, le Front monétaire international, et puis ça ira bien comme ça. Et Poutine, à l'époque, qui n'existe pas, lui, il veut arrimer la Russie à l'Europe. Mitterrand ne veut pas, l'Europe ne veut pas. On aurait fait une Europe de l'Atlantique jusqu'à l'Oural ce jour-là. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Lui, c'est pas pragmatique, il dit, vous voulez pas de moi, je me retourne ailleurs. Et il fait son espèce d'Eurasie. Il s'en va du côté de la Chine. Et puis il se dit, très bien, vous ne voulez pas de moi je ne veux pas de vous non plus. Et je travaille à cette scission, puisque vous m'avez imposé une scission. Cette scission que vous m'imposez, je la choisis moi, et elle aura lieu. Et il travaille depuis 10 ans. Les journalistes qui ont découvert ça il y a 2 ans, et qui aujourd'hui ont des spécialistes de plateau, là, et qui ont tout à nous expliquer sur ce qui se passe en Ukraine, on dit, mais il s'est passé quoi il y a 10 ans? Vous êtes au courant un petit peu de ce qui s'est passé? Pas du tout. Donc effectivement, si on a des chefs d'État crédibles, Biden n'est pas crédible. Tout le monde sait bien que ce type qui tombe dans les escaliers pour monter dans son avion, qui chute en vélo, qui se trompe de gens, qui demande quelqu'un qui est mort il y a 10 ans, etc. Ce type ne pilote pas. On sait bien que Obama, que Clinton sont derrière, et ils sont là depuis toujours. Ce sont eux qui pilotent avec leurs amis. Moi, je connais des gens en Haïti, l'argent qui est envoyé en Haïti est récupéré par les Clinton, qui en font un usage personnel. C'est une jeune personne, tout ça. On laisse faire, tout ça, sans problème. Donc évidemment, Trump, il faut le présenter comme le diable. Ça ne peut pas être quelqu'un de bien, puisque c'est évidemment le salaud, le démoniaque, il a fait des choses pas bien. Oui, c'est vrai. Il a détourné de l'argent, c'est vrai. Il a fait des choses avec des femmes qui sont indisciplinées. Oui, c'est vrai, tout ça, c'est vrai. Mais sur la question de la planète, il sait ce qu'il veut pour un équilibre en disant il faut que nous cessions d'intervenir. C'est une politique, ça. Et moi, je préfère quelqu'un qui dit on va arrêter de fabriquer des guerres partout, on va essayer de fabriquer de la paix partout. Parce que la paix, c'est la prospérité, c'est pas la guerre. Pour Israël, il est fiable. Trump serait fiable. Mais ça dépend avec qui, si c'est Netanyahou tout seul, si c'est des interlocuteurs, si je ne sais pas où sont les interlocuteurs palestiniens. Où sont-ils? Faut-il aller en chercher un dans une prison en disant on va faire de vous le Mandela et on va vous transformer, c'est avec vous qu'on va discuter, il va falloir trouver des interlocuteurs. Et les interlocuteurs, ils sont au Qatar. Donc il vaut mieux avoir un numéro de téléphone au Qatar qu'un numéro de téléphone à Gaza quand on est le Trump. Et je pense qu'il les a. Quand vous êtes chef de l'État, vous pouvez tout de suite intervenir auprès du patron de l'Arabie Saoudite, du patron du Qatar, et puis voir avec la Jordanie, voir avec l'Égypte, voir avec la Syrie, et puis avec l'Iran. Et il a la ligne directe. Et on sait qu'il est assez imprévisible, donc on ne sait pas. Lui, comme quand Macron dit je n'exclus rien, on sait qu'il exclut tout. Donc, si Trump dit je n'exclus pas, etc., on se dit bon, il est crédible. Donc je ne veux pas faire de la politique fiction, mais je pense que le danger pour moi ce serait Biden, ce ne serait pas Trump. Je pense effectivement que pour la paix mondiale et pour la paix d'Israël, il vaut mieux Trump que Biden. Alors d'autres questions? Madame, oui. Vous avez évoqué tout à l'heure comme possible solution de sortie de guerre entre Israël et le Hamas, une confédération. Mais comment peut-on cohabiter avec des gens qui n'ont qu'une idée, c'est de vous détruire? Vous avez entièrement raison, c'est le préalable.
C'est le préalable. C'est de dire, quand on fait un contrat, il y a d'abord un article qui est essentiel, c'est de dire qu'on renonce à l'article qui dit qu'il faut supprimer Israël. Ça, c'est la première chose. Commencer par ça. Et tant qu'on ne commence pas par ça, on ne commence par rien du tout. Donc il faut que ce soit la chose entendue. Et si vous ne commencez pas par ça, alors il n'y aura pas de paix. Ça ne durera pas tant que... Alors après, faut-il y croire? Quand s'il disait oui, bien sûr, j'ai tendance à croire que la taquilla, ça procède de la théologie musulmane et que la possibilité de mentir, si c'est pour le bien de la cause, c'est défendu par l'islam. Enfin, quand je dis c'est défendu, c'est proposé, c'est souhaité, hein, c'est pas interdit. Au sens de... Donc c'est problématique. Et d'où l'intérêt d'avoir aussi le grand homme en face. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le Palestinien qui serait l'homme de la négociation soit quelqu'un qui jouerait un double ou un triple jeu. Il faudrait quelqu'un qui ait le sens de l'histoire, et le sens de son peuple aussi. Il y a un moment donné où c'est pas envisageable de croire qu'on peut être jusqu'au boutiste de part et d'autre. À un moment donné, je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de guerre qui ne soit terminée par une paix, et il ne faut pas penser à la paix au moment où vraiment tout est détruit, tout est ravagé. Comment est-ce qu'on peut commencer tout de suite? Donc ça se négocie. Moi, je crois beaucoup à la diplomatie. Mais a-t-on des vrais diplomates? A-t-on des grands diplomates? Où sont nos grands diplomates? On voit bien aujourd'hui, quand on entend Védrine, quand on entend de Villepin, tous ces gens qui sont jugés partis. Ils touchent beaucoup d'argent de pays étrangers. Vous n'êtes pas forcément très crédible quand vous êtes Dominique de Villepin, payé par le Qatar, qui lui soutient le Hamas, et que vous avez des idées sur Israël. Vous dites, excusez, tu as un peu d'essence, vous restez chez vous plutôt que de donner des leçons avec les émoluments qui sont les vôtres, payés par l'État qui défend le Hamas. Mais comme il fait des esbroufs et que sur les chaînes d'infos, il faut que ça tourne, il faut du turnover, on ne peut pas avoir toujours les mêmes, on l'invite, il fait du buzz, les chaînes d'infos continuent à avoir le buzz. Mais il y a un moment où on devrait dire non, pas juste des partis, quoi. Ou alors on met un bandeau, on est payé par le Qatar et puis on l'écoute dire ce qu'il a à dire. C'est plus compliqué aussi avec Hubert Védrine. J'ai entendu dire l'autre jour qu'il était gaulo-mitterrandien. Pourquoi c'est un gaulo-mitterrandien? Ça va bien, quoi. On est gaulliste, donc on n'est pas mitterrandien, on est mitterrandien, donc on n'est pas gaulliste, mais on n'est pas les deux. Il faut choisir. Et comme il a perdu les grands hommes politiques, on a aussi perdu les grands diplomates. Il y a 3 questions, vous les posez après vous. Oui, c'est ça, on va les rassembler si vous voulez. Oui, oui, bien sûr. Oui, bonsoir. Bonsoir. Il s'est passé un truc important suite au 7 octobre. D'abord, la montée de l'antisémitisme en France et en Europe, comment vous le comprenez? Et d'autre part, en France, il s'est passé une manifestation où tous les partis de l'extrême droite, presque jusqu'à l'extrême gauche, ont été présents, sauf une personne, le président de la République. Comment vous l'appréhendez, cette chose? Merci. Alors, Redites-moi, pardon, monsieur, votre première question. On est tous les deux à l'avoir perdu déjà. La montée, pardon. Je vais faire rapide si tu permets, parce qu'après c'est... Bien sûr. Moi je pense qu'il n'y a pas une montée de l'antisémitisme, mais une visibilité. Elle était là, cette haine, cette passion, et simplement c'était retenu, contenu, et qu'il y a eu un moment de désinhibition. On a dit, ah, je vous le dis depuis des années quand même, ils sont partout, ils font ceci, etc., etc., etc. Et à un moment donné, c'est pas une espèce de montée, ça a été, on tire le rideau, et d'un seul coup, on dit très précisément que ce qu'est le fond de son cœur, quoi. Et Pascal disait que le cœur de l'homme est creux et plein d'ordures. Et je crois qu'il a raison. Et la deuxième question, c'était sur... Oui, la manifestation. Ben, on a la réponse avec le fait qu'il se soit fait conseiller par un type qui, lui, est un délinquant professionnel, islamo-gauchiste, et qui lui a dit si tu veux que les banlieues restent calmes, n'y va pas. C'est aussi simple que ça. Hélas. Et c'est pas une raison précisément pour y aller? C'est pas une raison pour... C'est pas une raison pour précisément y aller quand on est président de la République? Ah si, au contraire. Moi, je pense que c'était le moment ou jamais. Ah oui. C'était le moment ou jamais de dire j'y vais. Et pas de jurisprudence du genre Mitterrand l'a fait, quand est-ce qu'il a fait, puis le président c'était quoi, et si je le fais, ça va. Non, on dit voilà, c'est la France, j'y vais et je serai là. Exactement. Ah oui. Il y a une question qui vous a été posée par Alexis Lacroix qui vous a dit qu'il y avait beaucoup de jeunes français d'origine musulmane qui demandaient à être confortés. Moi, j'ai plutôt l'impression que ces jeunes, et même les moins jeunes,
n'interviennent pas suffisamment pour défendre la laïcité. Alors je me trompe peut-être. Si vous avez le moyen de me le démontrer, en me donnant par exemple le nom d'une radio, Beurre ou Maghreb, je ne sais pas quoi, une émission dans laquelle on défend cette laïcité, je vous remercie de me donner, mais moi je n'ai jamais entendu de gens, ou même des imams, des gens importants, intervenir à certains moments où effectivement il y a eu des professeurs qui ont été assassinés. J'ai eu l'impression qu'il y avait une sorte de peur telle qui n'intervenait pas. Et je voulais savoir pourquoi ces gens n'intervenaient pas pour défendre la laïcité. Parce que, souvenez-vous, le pauvre Georges Bensoussan qui avait utilisé une formule un peu littéraire quand il disait que ces enfants-là étaient biberonnés au lait de l'antisémitisme, il est allé au tribunal et il a perdu. Donc vous dites, mais c'est quand même sidérant. Quand vous dites des choses évidentes et que vous dites que dans certaines familles musulmanes, on vous enseigne l'antisémitisme et que vous y êtes biberonné, il y a un moment donné où ces enfants qui n'ont pas de culture. C'est ce que je pense, mais la question que je posais, c'était de dire que ce vivre ensemble, il y avait beaucoup de gens de confession musulmane ou d'origine musulmane qui ne demandaient qu'à être confortés dans leur soutien à la laïcité. C'est ce que pense Alexis. Moi, je ne pense pas, moi. Non, je ne pense pas. Je crois, hélas, que... D'abord, vous savez, quand je prends des taxis le soir et que je rentre avec les chauffeurs de temps en temps, ah, vous êtes Michel Onfray, c'est comme lui, ah, j'aime beaucoup ce que vous dites, enfin, quand même sur l'islam, quand même. Alors je dis, ah, qu'est-ce que je dis sur l'islam? On commence à parler. Et là, je leur dis, mais j'ai lu le Coran, j'ai lu les hadiths du prophète, j'ai lu des biographies, et je vous assure, quand je vous parle d'antisémitisme, quand je vous parle d'homophobie, de misogynie, j'ai les sourates, j'ai les versets, si vous voulez, vous me donnez votre adresse. Et puis je vous les envoie. Donnez une adresse mail et puis je vous envoie ça chez vous. Ah oui, d'accord, je veux bien, parce que franchement, plusieurs fois, ça s'est fait, plusieurs fois, il y a eu les mêmes réponses. Notamment un endroit où l'hôtel où je vais quand je suis à Paris, une jeune fille qui m'a dit ça aussi, très gentille. En fait, quand même, j'avais dit un jour un truc. Je lui ai dit, donnez-moi votre mail, et elle me donne son mail, et je lui envoie les fameuses, j'appelle ça les sourates toxiques. On va presque imaginer que c'est un pléonasme. Enfin, donc, et je les lui envoie. Je le dis parce qu'on est entre nous. Mais je lui envoie ça, elle ne me répond pas. Je reprends une chambre quelques temps plus tard, elle ne me dit rien. Puis une chambre après, je lui dis, vous vous souvenez, je vous avais envoyé les sourates en question, elle me dit oui, je dis, vous avez reçu, oui, vous les avez lus, oui. Elle me dit, monsieur Onfray, vous ne pouvez pas croire ces choses-là, c'est pas dans le Coran. Je dis, si, c'est dans le Coran, écoutez. Elle me dit, vous lisez l'arabe? Je dis, ben non, je le lis en français. Et elle me dit, mais c'est pas dans le Coran arabe. Et je lui dis, mais vous lisez l'arabe? Elle me dit, ben non. Vous faites comment pour savoir que c'est pas dans le Coran arabe, comme vous dites? Je dis, écoutez, moi, quand je suis nul en langue étrangère, donc dès que je lis un texte important pour moi, je lis plusieurs traductions en même temps. C'est-à-dire que j'ai fait ça avec des livres importants en philosophie, par exemple. Vous avez 3 ou 4 traductions, vous lisez, puis vous voyez, après, quand vous dites trancher la horte, couper la gorge, faire sauter la tête, vous dites, d'accord, c'est pas exactement la même traduction, mais on voit bien l'idée. Je dis ça à cette dame. Elle me dit, mais vous savez, c'est publié chez qui? Alors je dis, par exemple, mon édition de référence, c'est la Pléiade chez Gallimard. Elle dit, c'est pas des juifs qui ont ces produits. Et donc, je vous le dis parce que c'est plusieurs fois. C'est, 1, c'est pas dans le Coran. 2, si c'est dans le Coran, c'est pas dans le Coran des Arabes. 3, c'est un Coran fabriqué par des juifs. Pour projeter la pierre aux musulmans. Et puis 4, c'est probablement fait par un éditeur qui lui est juif, ou si c'est pas l'éditeur, c'est le traducteur. Et des fois, c'est l'éditeur et le traducteur. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire quand on vous dit discutons sur des textes et qu'on vous dit le texte n'existe pas, il n'a pas lieu. Ces gens-là nous détestent, c'est pour ça qu'ils ont inventé des textes qui ne sont pas les nôtres. Ben là, on ne peut plus rien dire. Et puis elle finit toujours avec l'islam d'une religion de paix, de tolérance et d'amour. Donc c'est pour ça que quand vous avez ça, c'est-à-dire une méconnaissance de ce qu'est l'islam chez un certain nombre de musulmans, que vous ajoutez à ça une espèce de déréliction de l'éducation nationale qui vous apprend à détester la France, à détester la lecture, à détester l'apprentissage, à détester le par cœur, à détester la chronologie, comment pouvez-vous avoir un débat raisonnable sur des textes semblables, puisqu'on nie déjà au texte la possibilité d'être un texte? Alors on va prendre d'autres questions. Oui, on les réunit. Absolument. 3 questions encore, non? 2 questions. Oui. Bonsoir, monsieur Onfray. Christian Cazenave, amitié judéo-chrétienne de France. Je m'exprime en mon nom personnel. J'ai 2 questions.
questions, enfin, c'est la deuxième qui est véritablement importante. La première, on peut vous considérer comme le pape des incroyants. Et ce qui est quand même net chez les incroyants, c'est qu'ils ont tendance, au bout d'un moment, soit à aller vers la culture judéo-chrétienne, comme vous-même, et j'apprends que vous étiez dans le monastère, soit plutôt vers l'islamisme, c'est dur, type LFI. Enfin, en tout cas, les incroyants ne sont-ils pas des suivistes? Ça, c'est la première question, mais c'est pas celle-là qui est importante. La deuxième question, c'est des sondages indiquent que la majorité désormais des enseignants dans les lycées publics pratiquent désormais l'autocensure et que les chiffres ont beaucoup augmenté. Donc la question se pose quand même à un moment donné sur le plan politique, et il y a eu déjà un grand pas avec la loi sparatisme du 24 août 2021. La question se pose d'avoir quand même une politique éducative, d'échange spirituel. Donc, personnellement, je suis favorable au concordat et à l'éducation dominicale obligatoire pour tous le dimanche avec différentes formes. Quelle réforme pour permettre quand même d'avoir un dialogue, sachant que les musulmans, il y a des musulmans ouverts, il y a eu quand même le conflit syrien, 500 000 morts, où quand même il y a des qui étaient ouverts, très soutenus d'ailleurs par les juifs et les chrétiens. Voilà. Merci beaucoup. Alors, dernière question, une vraie question, hein, c'est pas trop long. Hein. Bonsoir. Je suis Najib Lahlo, je suis d'origine marocaine et je suis musulman. Oui. Ça se trouve que j'ai écrit un livre sur l'évolution socio-culturelle des musulmans en France, et si vous me permettez, avec toute l'humilité que je vous dois, j'ai un peu de différence par rapport à votre vision. Parce que par rapport à la question que monsieur a posée, moi je connais des imams qui étaient invités et qui ont été, je dirais, presque, on les a poussés, ou bien on a un petit peu déformé leur discours. Et je connais plusieurs, je dirais, intellectuels musulmans qui ne demandent qu'à s'exprimer et qui sont invisibilisés. Alors, on doit rappeler... Voilà, c'est tout. C'est tout simplement que tous les musulmans ne sont pas les mêmes. Et il y a des personnes comme ça. Voilà, c'est tout. Alors, ma question, c'est une question qui n'a rien à voir avec l'islam. Est-ce que l'intelligence artificielle peut être une menace pour l'humanité? Pardon, monsieur. Est-ce que l'intelligence artificielle peut être une menace pour l'humanité? Ça n'a rien à voir. Belle question qui rouvre un nouveau débat, mais votre question est très belle. On laisse Michel nous répondre. Voilà. Alors, monsieur, vous avez raison. Il y a toujours un problème quand on est philosophe, c'est qu'on généralise. Parce qu'on est obligé. On dit les femmes, et il y a toujours une femme qui dira oui, mais pas moi, c'est vrai. On va dire les musulmans, et il y a toujours un musulman qui dira c'est faux, pas moi, c'est vrai. On dit les profs de philo, etc. Et moi, je peux dire non, pas moi. Parce que c'est ainsi. Donc oui, vous avez raison, je connais, enfin le coup de ma femme de ménager, etc. Il y a plein de musulmans qui sont républicains, qui sont solidaires de la République, qui ne sont pas antisémites, et qui ont une façon un peu allégée, je dirais, de pratiquer le Coran. Par exemple, mon copain, il me dit moi, pendant le ramadan, j'arrête l'alcool. Je dis, mais en temps normal, c'est tout le temps, non? Pas... Il me dit, non, le Coran n'interdit pas de boire de l'alcool, il interdit l'ivresse. Je dis, c'est pas exactement la même chose. Et si de fait vous contextualisez, vous dites, ah non, le Coran, il interdit juste qu'on ne soit pas ivre-mort quand on prie. Après tout, pourquoi pas? Maintenant, si vous êtes ivre-mort et que vous ne priez pas, pourquoi pas? Mais vous pouvez aussi boire sans être ivre-mort, etc. Donc, c'est ça le génie du peuple juif. C'est-à-dire, c'est de commenter, c'est de mettre en abîme, c'est de réfléchir, c'est de penser le pour, puis le contre, et de voir comment, etc. etc. Si l'islam faisait ça, ce serait gagnant pour l'islam. C'est-à-dire, si vous acceptiez, si vous permettez que je dise vous pour l'islam, de contextualiser le Coran, en expliquant comment il se constitue, qu'il n'y en a pas un, qu'il y en a plusieurs, qu'ils se sont constitués, qu'il y a celui de la Mecque, qu'il y a celui de Médine, qu'il y a après des sourates qui ont été ajoutées, puis il y a des sourates abrogeantes, et que. Si on fait de l'histoire, si on contextualise ce qui se dit sur les tribus juives, en disant, mais peut-être que l'antisémitisme, il a à voir avec les tribus juives du moment, quand il s'agit de conquérir la Mecque, et que peut-être ça ne marche plus avec les juifs d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si on ajoute de l'intelligence, si on ajoute de la culture, alors à ce moment-là, on peut faire avancer. Ce qui veut dire que le concordat, moi je suis pour. Je ne suis pas pour de ceux qui disent qu'il faudrait qu'on arrête le concordat d'Alsace-Moselle. Le Moselle, je pense qu'il faudrait faire tout ça pour la France, en se disant qu'il faut absolument que les religieux soient formés par l'État, ou du moins qu'il y ait un contrôle. Personne ne peut dire aujourd'hui, j'enseigne la philo dans un lycée sans avoir des diplômes.
C'est normal. Personne ne peut dire aujourd'hui j'enseigne l'anglais parce que je suis anglais, ça suffira pour enseigner l'anglais. Non, pas du tout. Donc je pense que quand on enseigne la spiritualité, on devrait pouvoir aujourd'hui entretenir une relation particulière avec l'État qui supposerait qu'un certain nombre de choses soient dites. La contextualisation. Je ne demande pas aux musulmans à ce qu'ils renoncent à leur texte, je demande à ce qu'ils renoncent à lire le texte de manière littérale en évitant de le mettre en relation avec l'histoire. Et là, on fait un travail formidable tous ensemble. Les philosophes, les linguistes, etc. L'arabe ancien, vous savez ça mieux que moi, de dire l'arabe ancien, la ponctuation, c'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas la ponctuation comme chez nous, point virgule, etc., à la ligne. Pas du tout. Le texte, il est comme ça, bout à bout. Donc il faut faire un grand travail d'herméneutique. Qui est génial dans l'herméneutique? Les juifs. Il y a tout un travail à faire sur le texte. Et si on avait ça, des universités populaires, moi j'ai créé une université populaire à Caen, par exemple, il y avait un cours d'islam où on enseignait ça, où je disais allez, venez, etc. Et je pense qu'il faudrait faire ça beaucoup plus que ce qu'on fait, c'est-à-dire c'est une religion de paix, de tolérance et d'amour. Donc s'il y a des terroristes qui n'ont rien compris au Coran, ils font des prélèvements, les terroristes. Il y a dans le Coran ce qui justifie le terrorisme, et il y a dans le Coran ce qui ne justifie pas le terrorisme, ce qui justifie même très exactement le contraire du terrorisme. Vous avez ça dans le christianisme aussi. Vous avez ça aussi dans le christianisme. Vous avez des textes, il y a un moment donné, il y a un texte où Jésus dit « qu'on me l'amène et je l'égorge ». Après je me dis « non, il dit pas ça, c'est une parabole ». Je dis « vous rigolez ?» J'ai lu ce texte pour savoir si c'est vraiment dit ou si c'est pas dit. Imaginez, il y a plein d'inquisitions qui ont été menées, et qu'en hasard, elles ont été menées à partir de textes qui sont aussi dans le Nouveau Testament. Donc il a fallu se défaire de ces textes-là. Et moi, ce que je souhaite, je le souhaite, qu'il y ait des imams dans la rue pour lutter contre l'antisémitisme, mais qu'on ait une école intellectuelle d'un islam français, qui ne serait pas une espèce d'islam à la Foucault. Vous savez, quand Michel Foucault s'en va en Iran, et qu'il dit « c'est formidable », c'est là que naît l'islamo-gauchisme, dans les années 70, à partir du moment où l'ayatollah Khomeini arrive au pouvoir. Et il écrit des textes dans le Corriere della Sera en disant « ah, enfin, le retour de la spiritualité en politique ». Mais il était en train de lire Henri Corbin, il lisait des gens qui faisaient un travail de minutie sur le texte de certains musulmans du Moyen-Âge. C'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin de dire, vous vous trompez. Quand vous pensez que si vous égorgez quelqu'un, vous irez au paradis parce que vous aurez un Dieu miséricordieux, etc. On contextualise. Et ça suppose des universités, mais qui ne soient pas avec des imams payés par l'Algérie ou payés par le Qatar. Donc il y aurait un travail de fait s'il y avait vraiment un travail républicain. S'il y avait un travail républicain en disant on va constituer, je ne sais pas, je dis une université populaire, une maison d'édition, vous dites une invisibilisation, peut-être, mais moi je ne suis pas très sûr qu'on invisibilise beaucoup. Moi je suis invisibilisé dans le service public, hein, je sais comment ça marche. Mais je ne pense pas qu'on interdise à des musulmans de se... Si vous trouvez. Oui. Alors, si vous permettez, il y a déjà un travail très conséquent dans ce domaine. Il y a par exemple le travail de Rachid Benzi. Oui. Ou de Mohamed Harkoun, avant de Mohamed Harkoun, il y a plein de savants en France qui sont Malek Chebel, etc. Bien sûr. C'est ça qu'il faut refaire. Il y a beaucoup, seulement, encore une fois, elle est un petit peu assez invisibilisée. On va inviter... Voilà. D'ailleurs, on va avoir l'occasion d'inviter des intellectuels musulmans. Et la semaine dernière, d'ailleurs, à ta place, cher Michel, il y avait un homme politique qui est un musulman revendiqué et un républicain impeccable. C'est à lui que je faisais allusion tout à l'heure. Hein. Je ne me prends pas les désirs pour des réalités, mais qui s'appelle Amin El-Kazmi, qui est un républicain impeccable. Voilà. Je faisais allusion à ces gens-là. Et je pense qu'effectivement, la France républicaine d'aujourd'hui devrait leur tendre la main. Pardon ? Je devrais commencer par la temple aussi. Et on t'applaudit chaleureusement, Michel. C'était un échange absolument passionnant. Alors, c'est pas totalement terminé, chers amis, car avec Albert Allard et avec Rafi Marciano, on organise toujours une séance de dédicaces. Alors là, il y a 2 livres qu'on a retenus de Michel Onfray. Si vous voulez être dans sa cellule de moine, c'est Passion dans les ruines. Et si vous voulez vous moquer de Macron et de tout ce qu'on a dit sur la glissade du personnel politique vers le conformisme et vers la bêtise, c'est La Nef des Fous. Merci à tous. Et la semaine prochaine, amis, dans une semaine, exactement, on se retrouve avec Jacques Attali, l'économiste et ancien conseiller du président François Mitterrand.